Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur la course au réarmement dans le monde et en particulier aux États-Unis. Cette nuit, lors d'un discours devant le Congrès, Donald Trump devrait préciser son programme et notamment sa volonté d'augmenter le budget de la défense, une hausse historique. Alors pourquoi et quelles conséquences surtout pour l'Europe et pour la France et l'Allemagne? Le débat est à suivre avec de nombreux invités en notre compagnie. Dans la campagne présidentielle, Marine Le Pen en terrain favorable au salon de l'agriculture. La candidate du FN déroule ses propositions auprès d'un électorat sensible à ses arguments protectionnistes. À gauche à présent, l'aile droite du PS à l'offensive contre Benoît Hamon. Sur ce paysage, le match des idées opposera tout à l'heure François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles, et François Miquet-Marty, président du cabinet Via Voice. Voilà donc pour le programme, merci de nous suivre, vos réactions et questions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Et il est signé ce soir, Mounir Soussi. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Moment de flottement pendant le discours de François Hollande, perturbé par un coup de feu. Un tireur d'élite chargé de la sécurité a effectué une mauvaise manipulation de son arme, blessant légèrement aux jambes 2 personnes. Il s'agit d'un militaire en appoint qui venait du département de la Vienne pour renforcer nos effectifs. Il était sur un point haut et le coup est parti accidentellement. Le président inaugurait en Charente le tronçon de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, un chantier de 8 milliards d'euros pour placer Bordeaux à 2 heures de Paris. Les premiers trains circuleront dès le 2 juillet. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron déroule son programme agricole en Mayenne. Attendu demain au Salon de l'Agriculture à Paris, le candidat d'En Marche propose un Grenelle de l'alimentation et la promotion des associations de producteurs à qui il adresse un message. Réfléchissez bien, c'est ça ce que je dis aujourd'hui aux agriculteurs qui sont tentés par le Front National. Il vous ment, il vous dit des choses qui ne sont pas vraies. Quant aux autres, parfois ils vous disent des choses, mais enfin, qui était aux responsabilités en 2008 ? Quand on a décidé d'arrêter avec la PAC d'hier, quand on a décidé d'arrêter avec les quotas laitiers, quand on a décidé qu'il ne fallait pas moderniser les exploitations agricoles et que tout allait bien se passer. Qui était aux responsabilités ? Ce n'était pas votre serviteur. Xavier Bertrand. J'aimerais bien qu'on ne témoigne pas notre attachement à l'agriculture seulement pendant le salon de l'agriculture. Je voyais des éleveurs tout à l'heure qui disaient « tout est sympa, les visiteurs sont très sympas, mais les politiques, vous servez à rien ». Vous servez à rien, c'est ce qu'il me dit. Et c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'on entend aussi. Et ce n'est pas tout à fait faux. Parce qu'il faut se méfier, je l'ai dit moi-même là tout à l'heure. J'ai fait un discours, je dis méfiez-vous des discours, même des miens. Il n'y a que les actes qui comptent. Est-ce que oui ou non, on est capable aujourd'hui de baisser leurs charges? Parce qu'en baissant leurs charges, on leur permet de vivre un peu mieux et d'investir. Justice. Revers juridique pour le projet de stockage des déchets radioactifs de Bure dans la Meuse. Le tribunal administratif de Nancy a annulé la cession d'une forêt de 220 hectares à l'agence nationale en charge du projet. La justice pointe une irrégularité dans la délibération au moment du vote à bulletin secret du conseil municipal de Mandran-Barrois, propriétaire du bois. Un nouveau vote devra avoir lieu dans les 4 mois pour régulariser la situation et valider définitivement l'opération. Et pour le débat ce soir, nous allons sortir de nos frontières hexagonales pour évoquer une course qui s'accélère, le réarmement dans un monde troublé. Les ventes d'armes retrouvent leur niveau de la fin de la guerre froide. La défense est au cœur des préoccupations, notamment de la nouvelle administration américaine. Les États-Unis renforcent massivement leur budget défense. Alors pourquoi? Et surtout, quelles conséquences pour nous, pour l'Europe? Le débat avec nos invités ce soir. Général Dominique Trinquant, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été chef de la mission militaire auprès des Nations Unies. Face à vous, nous accompagne Anne Gudicelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de la structure de conseil Terrorisque. Gérald Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste de la politique américaine. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault est là. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors d'abord, première question d'actualité sur les États-Unis. Gérald Olivier, c'est une hausse historique. C'est ainsi qu'on nous la présente du budget de la défense. Le président américain, sûrement ce soir, cette nuit, dans son discours devant le Congrès, va détailler en tous les cas ce budget et préciser son orientation. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, on s'attendait à une telle annonce? Alors moi je ne serais pas tout à fait d'accord avec le mot d'historique, parce que quand on regarde les chiffres,
il parle de 54 milliards de dollars de hausse sur un budget qui fait à peu près 590 milliards, disons 600 milliards. Ça fait à peine 10%. Ensuite, le budget était déjà prévu d'être en hausse, selon les prévisions du président Obama. Et par rapport au budget Obama, ce serait une progression de 3%. Donc, il n'y a rien d'historique là-dedans. D'ailleurs, John McCain, qui est le président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat, a indiqué que pour lui, ça ne suffisait pas. Et si on voulait véritablement ramener l'appareil militaire américain au niveau où il devrait être, il faudrait investir encore beaucoup plus. Donc l'effet d'annonce de Donald Trump a été très fort. Les chiffres tels qu'on nous les présente aujourd'hui le sont beaucoup moins. C'est-à-dire que Dominique Trinquant, peut-être que c'est par rapport à nos lunettes européennes que ça paraît énorme, parce que le budget au total, vous l'avez dit, à peu près 600 milliards, 3 fois le budget de la Chine, 12 fois notre budget militaire. Non, mais évidemment, les chiffres sont considérables. L'augmentation qui est prônée là est supérieure au budget annuel français. 46 milliards, là on en est à 10 milliards de plus. Deuxième point, je voudrais simplement souligner, il faut savoir de quoi on parle. On parle du budget, on ne parle pas du budget des opérations. Contrairement aux discussions que nous avons en France, le budget des opérations à l'époque de la guerre avec l'Irak et l'Afghanistan, c'était annuellement de 125 milliards de dollars. C'est-à-dire que rien que pour les opérations, les Américains dépensaient à peu près 5 fois plus de ce qu'on dépense, nous, comme budget de la défense. Donc on est dans des rapports complètement différents. Le budget américain, il faut le rappeler, c'est 40% de l'ensemble des dépenses des budgets mondiaux. 40%. Le deuxième qui arrive derrière, ce sont les Chinois qui sont très très loin. Et aujourd'hui, on parle de la menace, alors évidemment les Américains parlent de la Chine, on parle de la menace russe. Je voudrais rappeler que le budget russe diminue, est en diminution. Et probablement que dans 2 ans, si les pentes sont toujours dans ce sens-là, il sera derrière le budget français. Donc voilà, il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est quelque chose d'important. J'abonde tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit. Ça n'est pas extraordinaire, il y a un effet d'annonce là-dedans. America is back, il faut le dire. Maintenant, quand on lit derrière les chiffres, ça n'est pas tout à fait ça. Alors justement, vous dites America is back et America first, hein, c'est ça, Anne Gonicelli, c'est ce slogan. Est-ce qu'il correspond peut-être, alors effet d'annonce, à une sorte d'influence, en fait, montrer son leadership dans ce domaine tellement stratégique? Alors justement, pour revenir sur les opérations extérieures, c'est vrai que d'emblée, c'était une politique qui avait été entamée précisément par Obama. C'était la volonté de se retirer finalement des fronts extérieurs, de réduire précisément l'interventionnisme américain. Or, là, ce qui est affiché, c'est une volonté de puissance claire qui veut surtout reprendre une place sur le plan de la force et de la sécurité, mais pas forcément sur le plan, je dirais, de la sécurité mondiale, puisque par ailleurs, en contrepartie de cet effort budgétaire, eh bien, les fonds réservés à l'aide au développement, c'est ce qui a été indiqué, seront en revanche réduits. Or, la sécurité mondiale, ce n'est certainement pas l'interventionnisme militaire, mais c'est l'interventionnisme militaire venant vraiment en dernier recours, et que le travail de long terme de stabilisation, c'est précisément le développement, le renforcement des capacités des pays faibles. Alors on va parler justement de ces menaces-là très différentes et très mouvantes. Jean-Luc Gombault, votre avis également. Il est vrai qu'hier soir et qu'hier dans la journée, cette augmentation a été présentée par certains, par les médias, comme étant historique. Peut-être justement c'est par rapport, tout est relatif, par rapport à nos augmentations, à nous qui sont... Alors évidemment, par rapport à notre beaucoup moindre. Quand même, c'est peut-être pas historique, mais c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire que quand même, si on regarde le budget militaire américain, effectivement, on ne parle aujourd'hui que du budget de la défense, en réalité, et pas de l'ensemble de ce qui est consacré aux opérations militaires. C'est comme si la France portait son effort de défense à 70 milliards d'euros. Voilà. Or, aujourd'hui, c'est 40. C'est-à-dire le budget de la défense américain est égal à peu près, un peu plus, au déficit du budget américain. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est la question, je la pose sur l'angle du déficit, parce qu'en réalité, l'Amérique va s'engager avec Reagan, avec Trump, justement, parce qu'il y a une imitation, effectivement, va s'engager avec Trump, d'ailleurs ce qu'avait fait Reagan, du reste, à l'époque, mais on était dans une situation tout à fait différente, vers
une aggravation de son déficit budgétaire de manière conséquente, alors qu'avec la période Obama, il s'était quand même relativement réduit. Il arrive à peu près à 3,3% de déficit et on va vers, si on continue, parce qu'il faudrait parler de tout ce qu'a promis Trump, et il a dit qu'il le maintenait, on va vers un déficit de l'ordre de 5%, 6% des États-Unis, ce qui est quand même très important. Est-ce qu'il y aura des conséquences Est-ce qu'il y aura des conséquences, à mon sens, négatives sur l'ensemble de l'économie internationale? Gérald, un déficit assumé, si je peux me permettre cette comparaison, certains disent qu'il va gérer ses affaires comme il gère l'Amérique, justement, mais il a toujours été avec des dettes. Oui, il a toujours eu des dettes et donc il assume ce déficit de l'État. Absolument. Alors on a touché à beaucoup de choses là. Vous avez commencé par parler d'America First. C'était très important pour moi et ce que disait Madame Giudicelli aussi, parce que la grande différence avec Obama, c'est que Obama orchestrait le retrait, mais qu'il avait décidé d'investir sur ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire le département d'État et l'aide extérieure. Là, ce qui est frappant dans la décision de Donald Trump, c'est qu'il investit dans l'armement et il prend de l'argent au soft power. C'est-à-dire qu'il a prévu de diminuer le budget du département d'État de 35% et de carrément annuler l'ensemble de l'aide étrangère, sauf l'aide militaire à certains pays comme Israël et l'Égypte. Donc là, on a une question de choix qui est assez stratégique, qui est assez frappante, qui n'est pas forcément logique d'ailleurs, parce que le soft power, ça ne coûte rien. C'est là où Obama était relativement intelligent dans son attitude. Et il ne parlait jamais de retrait, ni non plus d'ailleurs de se maintenir. Alors que Donald Trump, lui, parle beaucoup de la place de l'Amérique dans le monde. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième élément souligné par M. Combaud, c'est comment est-ce qu'il va payer. Et c'est là où les difficultés se présentent, parce qu'il a derrière lui un Congrès à majorité républicaine, et tous les élus du Congrès se sont battus depuis 8 ans, et notamment depuis 2010 et l'arrivée de tous les élus du Tea Party, pour limiter le déficit budgétaire. Donc il va devoir passer outre, soit convaincre des élus, sénateurs ou représentants de venir avec lui. C'est pas évident de le faire, parce que quand on s'est battu pendant 8 ans sur une ligne, passer du jour au lendemain à une ligne complètement opposée, ça ne se justifie pas, notamment auprès des électeurs de sa propre circonscription. Donc la difficulté va venir là. D'autant plus que d'ici 15 jours, le Congrès va se trouver devant un de cette échéance de plafond de dette. Vous savez que la dette est contrôlée et que tous les 6 mois, 18 mois, il faut renouveler le plafond pour autoriser le gouvernement à continuer ses paiements. L'échéance prochaine, c'est le 15 mars. Donc le 15 mars, soit les élus décident de relever le plafond de la dette, ce qui aggrave automatiquement le déficit, soit le gouvernement américain se retrouve en défaut de paiement. Donc ce soir, devant le Congrès, il va devoir quand même amener quelques précisions sur cette équation budgétaire. Voilà, c'est pour ça que le discours est très important. Je veux rester juste un moment sur l'aspect militaire. Je vous donne tout de suite la parole, Jean-Luc Gombaud. Dominique Trinquant, on va voir dans quelques instants la carte des budgets militaires dans différentes zones de la planète, mais ça m'interpelle ce que vous avez dit sur celui de la Russie. Alors que certains soulignent le mot son expansionnisme, en tous les cas son interventionnisme sur différents terrains, vous nous dites que le budget, il diminue. Oui, il diminue, bien sûr. Alors, je crois qu'il y a 2 éléments marquants. Ce sont les crises dans lesquelles la Russie est impliquée aujourd'hui, la Syrie et l'Ukraine. Donc, quand on parle de ça, on dit montée de l'agressivité russe. Bon, je laisse de côté le côté syrien, sur lequel je dis depuis le départ que ce sont les seuls à avoir une stratégie en Syrie. Qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, ils ont une stratégie, ils ont mis des moyens et ils sont en train, ça prend du temps, mais de remporter la donne là-dessus. Sur l'aspect de l'Ukraine, en revanche, les moyens sont relativement limités, mais en revanche, ça suscite une levée de bouclier de la part de tous les anciens pays occupés par le pacte de Varsovie, premier point, et donc renforcement de la position de l'OTAN en soutien. Et si j'ose dire, le lobby militaro-industriel américain, le soutien de l'OTAN est important parce que c'est de l'armement conventionnel, donc c'est d'une autre nature. Mais je voudrais revenir sur le point, sur la vraie révolution qui est annoncée. C'est effectivement pas tellement les chiffres, mais le fait de passer à la trappe, si j'ose dire, le soft power. Or, quand on analyse l'échec américain de 2003, c'est pas de ne pas avoir gagné la guerre. Ça, ils sont capables de le faire. Et avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils gagneront la guerre n'importe où. C'est de gagner la paix.
et gagner la paix, ça c'est le soft power. C'est intéressant parce que vous, dans votre structure, Anne Guicelli, vous analysez à la fois, j'allais dire, vous vous projetez dans les années à venir pour voir quels sont les risques, comment les combattre, et puis également vous pesez le pour et le contre de ce soft power. Oui, tout à fait. C'était comment gagner les cœurs et les esprits. C'était la grande doctrine à l'époque, dont d'ailleurs... Elle a donné pour les cœurs. Exactement. Donc, ce qui est quand même intéressant à constater, c'est que si donc le président Trump arrive à ses fins telles qu'on l'a évoqué aujourd'hui, eh bien, il ne tire pas les leçons, finalement, des échecs américains en la matière. C'est-à-dire, d'ailleurs, peu de pays ont tiré des leçons de tout ça. D'ailleurs, est-ce que l'Europe a vraiment, et la France a tiré les leçons de cette volonté de résoudre une crise uniquement par le militaire? On en voit les limites en Syrie, notamment. Mais si vous voulez, ça veut dire que les États-Unis reviennent sur une logique qui a montré ses limites et ses échecs. Et les guerres, les crises qu'on a aujourd'hui, en particulier sur l'Irak et la Syrie, sont la conséquence de la gestion militaire et post-militaire donc de la guerre en Irak. C'est-à-dire la façon dont ça a été géré après, même si on peut dire qu'ils ont atteint leurs objectifs qui étaient à l'époque de faire tomber Saddam Hussein, eh bien, en revanche, ils n'ont pas gagné cette guerre puisqu'aujourd'hui, elle revient sous une autre forme. Donc, c'est quand même ce constat qui est un peu accablant de voir que tout ça pour ça, finalement, pour un retour à l'échec et encore pire, puisqu'il n'y a plus le soft power, en tout cas, ce qui pourtant, Donald Trump avait annoncé la rupture en matière de désengagement. C'est la réalité, Dominique Trinquant. Oui, je reviens simplement sur un point. C'est intéressant de savoir qu'au moment où M. Trump faisait cette annonce, un certain nombre de militaires américains, d'anciens militaires au gradé, ont signé une lettre en disant qu'ils n'étaient pas d'accord. Et je voudrais revenir sur cette position. À l'époque, en 2003, moi j'étais à New York à l'époque et donc j'ai participé à tous les débats au Conseil de sécurité. Et les militaires américains n'étaient absolument pas d'accord avec la doctrine Rumsfeld de l'invasion de l'Irak. Et donc il ne faudrait pas croire que ce sont les militaires qui poussent à ce genre de politique. Les militaires... Ce sont qui, les services secrets? Non, alors c'était une doctrine de Rumsfeld qui était très simple, let's war have a chance, par les services secrets, et dans lequel il poussait au chamboulement de la carte pour voir quel était l'effet produit. Et ça, c'est catastrophique, parce que les militaires, il n'y a rien de mieux que les militaires pour savoir quelles sont les conséquences de la guerre. Ils sont dedans. Donc, ils ne font pas qu'en parler, ils sont dedans. Et la guerre, c'est l'ultima ratio. C'est vraiment et les militaires obéissent à des ordres. Oui, bien sûr. Ils ont obéi à l'ordre de faire la guerre. Sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'ultima ratio. C'est-à-dire qu'il faut d'abord jouer les autres cartes, en particulier soft power, diplomatie, etc. Et quand on ne peut pas faire autrement, à ce moment-là, oui, la guerre. Mais vraiment qu'au dernier moment. C'est ça. Oui, l'ironie, si vous voulez, je suis entièrement d'accord avec ce que vient le général. L'ironie, si vous voulez, c'est que cette guerre la guerre a été gagnée, la paix a été perdue, mais cet événement, cet enchaînement d'événements a une influence considérable sur la décision de Donald Trump. Parce que ce qu'il considère, lui, c'est que l'investissement américain en Irak et en Afghanistan a coûté 6 000 milliards de dollars au cours des 15 dernières années et qu'il n'a rien donné. C'est pour ça qu'il veut ce qu'il appelle la peace through strength, la paix à travers la force, qui était d'ailleurs une expression qui avait été utilisée par Ronald Reagan en son temps. Il veut laisser paraître au monde le fait que l'Amérique est surpuissante, qu'elle gagnerait toutes les guerres et qu'en conséquence, personne ne doit oser la défier et à partir de là, on sera tranquille. Ce qui s'est passé en 2003... C'est une forme de dissuasion. Alors, on parlait avant de dissuasion nucléaire, là, c'est la dissuasion la plus simpliste qui soit, qui colle d'ailleurs avec sa volonté de relancer le nombre de têtes nucléaires dont il dispose et cette petite accroche qu'il a eue avec Poutine lors de leur conversation au téléphone. Ça découle de la même pensée qui est assez simpliste, mais qui peut s'avérer efficace, hein, on verra. Mais la dissuasion, ça marche dans une logique où tout le monde joue le jeu. Or, finalement, c'est aussi un message qu'il lance, qui dit voilà, quiconque veut nous défier, vous savez à quoi vous attendre. Or, c'est un message aussi qui forcément va dynamiser une forme de prolifération. Et notamment, on voit que si on regarde, alors, de quel ennemi pour les États-Unis? Alors évidemment, il y a la Chine, potentiellement, il y a des ennemis qui sont aussi sur le plan économique, au passage. Mais bon, il y a la menace, les opérations dans lesquelles les États-Unis sont aujourd'hui impliqués, c'est-à-dire en l'occurrence la coalition internationale. Bon,
Donc c'est autant de provocations finalement à d'autres forces qui effectivement ont les États-Unis comme ennemis et qui eux aussi s'arment et se réarment. Il y a comme une prolifération le niveau d'armement des groupes aujourd'hui, dans ce qu'on appelait encore il n'y a pas longtemps la guerre asymétrique, a fait un boom incroyable. Donc, je veux dire, on a une évolution qui tend à ce que, on dirait, l'ensemble y compris les groupes, l'armée non conventionnelle, finalement, elle aussi s'arme et se développe, et ça ne peut que générer des tensions. Dans quelques instants, vous nous répondrez, parce que vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, à la question de Frédéric Dubois, qui vous demande, est-ce que la baisse ou la hausse des budgets militaires détermine la puissance militaire ? Et la puissance tout court. La puissance tout court. Et je vais vous proposer de regarder ce sujet dont je vous ai parlé tout à l'heure, justement sur l'augmentation des budgets militaires qui affecte un petit peu toutes les zones de la planète. Et Jean-Louis, vous nous ferez tout à l'heure un point sur ces différents chiffres. En tous les cas, voici la carte de cette nouvelle course aux armements. Sa promesse, protéger les Américains. Son engagement, une hausse historique des dépenses militaires, plus 54 milliards de dollars. Déjà évaluées à près de 600 milliards de dollars, les dépenses militaires américaines restent les plus importantes du monde. Le symbole d'une course au réarmement qui s'amplifie à travers toute la planète. Sur la période 2012-2016, les ventes d'armes ont progressé de 8,4% comparé aux 5 années précédentes. En toile de fond, un monde troublé par la guerre contre l'organisation État islamique, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi les tensions en mer de Chine. La Chine qui continue à s'armer plus vite que les autres pays, avec une augmentation de son budget militaire de 132% en 10 ans. Une course effrénée à l'armement en passe de contester la supériorité technologique de l'Occident. Si les 26 membres européens de l'OTAN ont augmenté leurs dépenses de 10 milliards de dollars l'an passé, seuls 5 d'entre eux ont respecté l'objectif de consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense. Voilà, Jean-Louis Gombault, les chiffres sont têtus. Les chiffres sont têtus et moi je pense qu'il faut répondre à la question de notre téléspectateur. Est-ce que les États-Unis ont la force économique de leur volonté de puissance? Parce que c'est quand même ça le problème. Et je pense qu'ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas y arriver. C'est-à-dire d'abord, premièrement, parce qu'on remarque depuis que Trump est là, la démultiplication des ennemis. C'est incroyable. Avant, il y avait l'ennemi, il y avait le bloc de l'Est, et puis un peu Cuba, comme ça. Mais là, maintenant, tout le monde est son ennemi. L'Europe est quelque part son ennemi. La Chine est son ennemi. La Russie est son ennemi. Daesh, bien sûr, comme pour tout le monde, est également son ennemi. Ça fait quand même beaucoup Le Mexique est son ennemi. Tout le monde est l'ennemi de Trump. Et ça, quand même, dans un contexte, même quand on est moins qu'avant la première puissance mondiale, ça peut quand même poser un problème. Alors, par exemple, il dit, pour rassurer le Congrès, vous en avez parlé tous les deux tout à l'heure, il dit, je vais prendre, par exemple, sur le budget de l'aide. Mais l'aide, c'est pas grand-chose dans le budget américain. C'est 30 milliards de dollars. Donc avec ça, il va pas pouvoir faire des miracles pour pouvoir, et avec les conséquences politiques que vous avez tous les trois soulignées, il va pas pouvoir faire des miracles sur la construction de son budget militaire. Et sa situation économique n'est pas bonne. La croissance économique américaine ralentit. Les déficits augmentent. Le peuple américain lui-même, parce que c'est aussi ça un problème de la force, est divisé. Donc on est dans une situation extrêmement compliquée et j'ai l'impression qu'on est devant une fuite en avant où il ne mesure pas bien les effets de son affaire. Et je veux prendre simplement un exemple. Il se plaint, par exemple, de la baisse de l'euro qui lui pose un certain nombre... Il n'arrête pas presque tous les jours de se plaindre de la baisse. Mais toute sa politique va ne faire que faire monter le dollar, en réalité. Parce qu'il va faire monter son déficit, parce qu'il faut ajouter toutes les promesses qu'il a faites de baisse d'impôts. C'est 400 milliards, c'est quand même énorme. Ça relance des infrastructures, 1000 milliards, c'est quand même considérable. Donc tout ça, ce sont des dépenses. Il va faire monter. Comme il va faire monter, les taux d'intérêt vont monter. Comme les taux d'intérêt américains vont monter, le dollar va monter et l'euro va baisser. Et ça va lui reposer. Et donc il s'est embarqué dans un système où j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas bien les tenants et les aboutissants. Mais sur l'armement, sur le militaire, sur le budget de la défense, il n'est pas le seul. Quand on voit cette carte du monde, Gérald Olivier, on a l'impression que c'est une surenchère collective et partagée, là.
Oui, manifestement, les budgets de la défense sont un reflet de la puissance et les pays comptent beaucoup sur ces budgets. Maintenant, pour en revenir un petit peu à la question du début, c'est vrai qu'aux États-Unis aussi, ce budget de la défense, il avait tendance à être en retrait. Évidemment, ils ont été en guerre pendant l'essentiel de la première décennie des années 2000, mais on est en dessous des niveaux de 2007, on est en dessous des niveaux de 2008 ou de 2009, même avec l'augmentation qu'a suggéré Donald Trump. Encore une fois, ce qui est important ici, et l'ironie, c'est que même aux États-Unis, certains vous disent, si vous voulez avoir un appareil militaire efficace, faut surtout pas leur donner de l'argent, ils le gaspillent. Par contre, si vous parvenez à les restreindre, là, ils sont efficaces et ils se montrent très intelligents. Donc, c'est peut-être pas forcément la bonne méthode que de dépenser de l'argent. Mais il y a une volonté de la part de Donald Trump que les États-Unis redeviennent ou restent ou se maintiennent en tant que première puissance militaire, économique, etc. C'est un message important. C'est un message. Envoyé le message notamment est plus important. à l'Europe. On va parler de l'Europe dans quelques instants. Vous vouliez réagir? Oui, il faut relativiser. Cette augmentation des budgets vient après les dividendes de la paix. Les budgets sont plus bas aujourd'hui qu'ils n'étaient il y a 25 ans. Il faut le relativiser. En revanche, la menace a augmenté. On parle de la menace principale, bien sûr, Daesh. Donc tout le monde se sent mobilisé pour augmenter les budgets. Mais j'allais dire, c'est sur une pente douce. Je rappelle que les 2% qui sont demandés par l'OTAN, c'est 2025. Donc c'est quand même une pente qui est pas très brutale. Puis en plus, ces budgets, il y a tout là-dedans. Comme vous avez les salaires, vous avez les pensions, vous avez tout, on mélange des poires et des pommes. Le budget britannique est largement supérieur au budget français, mais il n'a pas les coûts de l'armement nucléaire qu'a la France, puisqu'on sait que c'est les États-Unis qui lui fournissent, premier point. Et deuxième point, en revanche, les salaires sont nettement supérieurs. Donc on mélange un petit peu tout là-dedans. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les budgets qui sont en augmentation aujourd'hui font face à une menace, à une réalité, donc il y a besoin d'investir là-dedans, après des dividendes de la paix, et donc il faut relativiser les choses. Il y a 25 ans, on dépensait beaucoup plus, enfin 25 ou 30 ans, on dépensait beaucoup plus pour la défense qu'on ne le fait aujourd'hui. On va parler dans quelques instants de l'Europe face à tout cela. Je me souviens qu'on avait dit qu'il devait y avoir un sursaut, on l'attend toujours. Juste, je voudrais que vous répondiez, Gérald Olivier, c'est plutôt votre spécialité, à Loïc B, qui nous dit sur les réseaux sociaux, Trump critiquait les dépenses militaires, alors que là, il augmente le budget de 54 milliards. Encore des mensonges? Non, il critiquait les interventions militaires. C'est la grande différence avec la guerre en Irak. Lors de la guerre en Irak, qui était une guerre qui était très, très mal préparée, pratiquement improvisée, la volonté derrière les propos de M. Rumsfeld, c'était la volonté des néoconservateurs. C'est-à-dire, on allait remodeler le monde à notre image pour le rendre plus sûr. Et on a vu que ça ne marchait absolument pas. Donc, Donald Trump s'est toujours opposé à cette vision de la politique étrangère. Il est contre les néoconservateurs. Il considère que ne pas intervenir, c'est essentiel. Par contre, garder sa puissance et se protéger, ça l'est aussi. Alors, Anne Guidicelli, et pendant ce temps, où est l'Europe? Après une mise en garde très ferme quand même. Les États-Unis, ces derniers temps, notamment lors d'un voyage de Mike Pence, ont quand même essayé de rassurer les Européens en rappelant la solidité des relations. Mais cela ne l'exonérera pas, selon vous, l'Europe de faire des efforts, justement, et notamment l'Allemagne, pour la défense? Alors ça fait longtemps que je dirais, le serpent de mer de l'Europe de la défense continue à se glisser dans les coulisses diplomatiques. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Europe a plus que jamais intérêt à saisir, je dirais, cette occasion, cet électrochoc potentiel, pour précisément secouer tout ça et avoir des objectifs à court terme, mais qui soient réalisables, plutôt que de faire une grande politique d'Europe de la défense. Il faut marcher programme par programme, s'entendre sur des visions politiques, coopérer. Et qui peut s'entendre? C'est la France et l'Allemagne? C'est d'abord la France et l'Allemagne, et puis il y a aussi l'Italie, avec qui la France a des programmes d'armement commun. Le Royaume-Uni, après il n'est pas encore sorti du Brexit, mais en tout cas il y a des programmes communs qui perdurent, même si les Anglais sortent de l'Europe. Donc au moins sur effectivement le couple franco-allemand. Mais on a vu dans les chiffres que l'Allemagne n'est vraiment pas parmi les pays qui sont les plus, je dirais, qui ont un budget de défense très élevé. Ils sont très bas. Quand même, les Allemands, là, depuis cette année, ils ont remonté, remontent nettement. Je rappelle qu'eux n'ont pas la dissuasion nucléaire, que donc quand ils mettent de l'argent, ça grimpe très très vite sur les équipements, sur les déploiements.
Aujourd'hui, les Allemands se déploient au Mali, c'est une révolution. Hein. Ils mettent des hélicoptères en place au sein de la MINUSMA, une base à Niamey. Pas des forces comme nous, voilà, des équipements. Non, alors attendez, pas des forces comme nous, des hélicoptères, ils sont bien pilotés. Oui, bien sûr. Donc, mais je veux dire pas de force au sol, ils n'ont pas une force de projection comme la France. Ils ont encore une révolution à faire sur l'intervention extérieure, mais je crois qu'il y a un déclic qui s'est fait avec l'opération au Mali et avec la bande sahélienne, dans laquelle les Européens se rendent compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est une nouveauté parce que jusqu'à maintenant, chaque fois que la France intervenait, tous les Européens regardaient d'un air soupçonneux en disant c'est encore ces seuls colonialistes qui vont faire quelque chose en Afrique. Aujourd'hui, c'est en train de changer. C'est en train de changer et les budgets, je rappelle, l'Allemagne fait un gros effort. Il faut en voir les effets dans 2-3 ans peut-être. Et vous avez raison de le souligner, ça commence par les problèmes d'équipement et d'armement. Mais pour certains, pardonnez-moi, puisqu'on est dans l'armement, Donald Trump il pointe une arme sur la tempe de l'Europe et Jean-Luc Gombault, c'est à chaque fois la même chose. Il y a la volonté d'avancer groupée pour les Européens, mais à chaque fois une incapacité de parler d'une seule voix. Est-ce que vous les entendez, les Européens ensemble ? Alors justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que pour avoir quand même une politique de défense commune, il faut une stratégie commune. Donc ça commence quand même par la stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et parce que c'est là aussi qu'on va adapter l'armement, c'est en fonction d'une stratégie. Mais je reviens sur la question du chiffre. Madame Merkel, je sais bien que ce n'est pas un scoop, hein, c'est comme le fameux historique de la défense, mais Madame Merkel, je crois que c'était même le jour de l'intronisation de Trump, elle a dit on va faire 2% du PIB en matière de défense. Donc là, non mais il y aura un changement important. Alors évidemment, elle ne fait que répéter ce que demande l'OTAN, 2% du PIB. Mais si l'Allemagne fait 2% de son PIB, son budget de défense sera supérieur à la France. Donc ce sera quand même une nouveauté historique. C'est-à-dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne aura un budget de défense supérieur. Or, tout à l'heure, je disais que la puissance militaire, ça ne suffisait pas sur la défense, mais quand même, ça joue dans le rapport de force, ça joue dans la diplomatie. Le fait que la France intervienne, pas à gauche, à droite, mais dans un certain nombre de pays, effectivement, ça la pose à l'intérieur de l'Union européenne. Et là, évidemment, il y aura un changement. Mais se mettra-t-on d'accord sur une stratégie commune, rappelons-nous le CED quand même, se mettra-t-on d'accord sur une stratégie de la communauté européenne de défense, se mettra-t-on d'accord sur une stratégie commune? Ça, c'est une autre affaire. Oui, on aura le temps d'en parler. Pour l'instant, l'Europe de la défense, c'est un mythe. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme partout, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une crise pour qu'il y ait une réaction. Et c'est vrai que l'affaire du Mali a créé cette onde de choc et le président français avait justement demandé aux Européens de partager le fardeau précisément sur justement les opérations françaises militaires au Mali et dans la région. Il a fallu les attentats de novembre 2015 pour créer cet électrochoc, pour ressouder les Européens et pour qu'ils se mettent devant les faits accomplis. Au pied du mur. Voilà. Et donc c'est peut-être que l'effet Trump ne suffit pas et qu'il en faudra un autre choc. Dis donc. Mais voilà. Il y a quand même un point sur lequel je voudrais intervenir. Je vous laisse tout de suite réagir, Gérald Olivier. Dominique Trinquant, c'est quand même la percée de la France cette année avec d'importants contrats signés. Alors on a évoqué l'Égypte qui a acquis des bâtiments de guerre de type Mistral, des avions de combat Rafale ou encore le méga contrat en Australie. Est-ce que ce quinquennat Est-ce que ce quinquennat a été celui des ventes d'armes records ? Oui, je crois qu'on peut le dire. C'est dû à trois facteurs essentiels. D'abord, la menace qui fait que l'armement, on l'a dit, devient maintenant une donnée, on veut s'armer. Ça, c'est le premier point. Mais spécifiquement sur l'armement français, je crois qu'il y avait eu des tentatives avec le président précédent, M. Sarkozy, qui avait essayé de faire sortir les Rafales. Ça ne sortait pas. Là, il y a eu une réussite qui sont dues, à mon avis, à trois facteurs. La haute technologie française, il faut le reconnaître dans ce domaine-là. L'engagement au combat de ces avions, parce que des armements qui sont employés au combat, naturellement, ça sert d'exemple. Et le troisième point, c'est le lien politique industrie de défense. Monsieur Le Drian, on l'a dit, est sûrement un remarquable représentant. Il a su ouvrir les portes. Et puis après ça, les industriels derrière ont su s'engouffrer. Donc il y a effectivement sur ce quinquennat une belle réussite sur ces toujours dossiers. Très bien que notre technologie soit reconnue. Juste une question philosophique à vous, au général, un record de vente d'armes, un réarmement sur un plan philosophique. Pardonnez-moi cette question. Est-ce que ce n'est pas inquiétant ?
Non, parce que je le disais, relativisons les chiffres. Ensuite, non, mais relativisons les chiffres. Et ensuite, moi, militaire français, je vois des économies pour la défense française. Parce que quand vous vendez plus de Rafale à l'extérieur, eh ben, forcément, ça coûte moins cher pour vous. Mais cela dit, quand même, on parle de choses pilotes, puisqu'on parle de Rafale, n'est-ce pas, du sous-marin, etc. Mais le potentiel militaire, l'infrastructure militaire, les armes qu'utilisent nos armées, on dit qu'elles vieillissent. Non, mais alors là, on est sur c'est toujours comme ça. On est même dans l'économie française, des choses pilotes, mais fondamentalement, il y a un vieillissement de l'armement. Vous avez raison, et le chef d'état-major des armées, dans plusieurs interventions récentes, a dit, écoutez, c'est très très bien tout ça, les augmentations, 2% parfait. Je rappelle que moi, j'en ai besoin l'année prochaine et l'année d'après. Il faut accélérer les programmes. Vous fait des belles promesses en campagne. Ben oui, alors le problème, c'est effectivement la réalisation après le mois de mai. Je vais vous laisser réagir sur la France, et puis je voudrais que vous arriviez à conclure sur ce que peut dire, hein, vous n'avez pas le deviné, mais Donald Trump lors de ce discours important devant le Congrès. Très important. On verra d'ailleurs jusqu'à quel point il est capable d'entrer dans les détails. Mais pour nous, vu de la France, pour réagir justement, vous disiez tout à l'heure que Donald Trump a un revolver pointé sur la tempe de la France, c'est peut-être vrai, mais aujourd'hui, l'administration américaine ne parle pas encore d'une seule voix. Et ce que l'on constate, c'est que régulièrement, le président est contredit par sa propre administration. C'est-à-dire que Mike Pence est venu rassurer les Européens sur les engagements de l'Amérique vis-à-vis de l'OTAN. Rex Tillerson a contredit son président sur la Russie. On a vu récemment le général Mattis, qui est le secrétaire à la Défense, contredire le président sur justement l'importance du soft power. Leurs divisions sont nos chances ou nos forces en ce moment-là. Absolument. Et puis, Donald Trump, lui, il reste un businessman. Il reste, vous vous souvenez, son livre c'était The Art of the Deal. Hein, et son idée c'est, on met la barre très haut et puis après on voit jusqu'où on peut aller. Donc ce qu'il dit, il lance des idées, il lance des choses. Il ne faut surtout pas prendre, malheureusement, ce que dit le président américain au pied de la lettre. Il y avait un article très intéressant dans la presse américaine, je ne sais plus qui le décrivait, disant « Est-ce que M. Trump a réalisé qu'il était président ?» Parce que justement, vu sa fonction actuelle, il devrait commencer à contrôler son langage et ses annonces. Il ne le fait toujours pas. Il est toujours en campagne et il est toujours dans ce système où on lance des tweets, on lance des lignes, on voit jusqu'où on peut pêcher et on voit où ça nous mène. Donc, je ferai beaucoup plus confiance à l'administration dans son ensemble qu'à M. Trump tout seul. Le discours est important ce soir parce que justement, on va voir s'il est capable de se lever à la hauteur de l'occasion. Il va confronter les élus du Congrès, le Sénat, la Chambre des représentants. Ce ne sont plus ses supporters. On n'est plus en campagne. Il se pourrait qu'il y ait quelques colibets. Il se pourrait que quelques démocrates refusent de se lever. Il y a un protocole à suivre. Tout cela va compter et on va voir jusqu'à quel point il est capable, lui, d'entrer dans les détails, de présenter un budget, pas rien qu'un budget de la défense, mais un budget qui se tienne avec des dépenses qui soient financées, auquel cas on commencera à le prendre très au sérieux. Sinon, il restera le président Trump qui fait beaucoup d'esbroufs, mais la réalité, c'est pas lui, c'est ce qui se passe derrière. Et en tous les cas, ce discours, cette sorte d'épreuve de feu, on pourra la suivre en direct, enfin si vous avez le courage de la suivre en direct. En tous les cas, elle sera retransmise sur notre antenne à partir de 6h30. Merci pour ce débat et cette analyse. Merci à vous. On va retrouver la campagne présidentielle française pour la suite de notre émission. Marine Le Pen en terrain favorable au salon de l'agriculture. Et puis à gauche, que se passe-t-il? Eh bien, l'aile droite du PS est à l'offensive contre Benoît Hamon. Sur ce paysage, le match des idées opposera dans quelques instants François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles, à François Mickey-Marty, président du cabinet d'études Via Voice. À tout de suite. Demain, en direct du Salon de l'Agriculture, Public Sénat débattra de la compétitivité du monde agricole. Salon ouvert en partenariat avec Groupama, demain à 11h30 en direct sur Public Sénat. Je suis une femme et j'ose me présenter. Première femme à se présenter à la candidature suprême, comme on dit. Oui, il fallait oser le faire. Et je l'ai fait d'ailleurs en m'adressant à toutes les femmes, pas seulement celles de la classe ouvrière. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Qu'on puisse me faire un traitement particulier parce que je suis une femme, c'est une injure, c'est une infamie pour moi. Mes collègues étaient absolument fascinés. Ils étaient tout émoustillés. Personne n'aurait imaginé de dire « le général de Gaulle se quasi-chauve ». J'en fais aujourd'hui... Il avait une manière de parler que les femmes ont souvent en politique qui n'est pas la même.
il y avait le côté mère protectrice. On a beaucoup de mal à considérer qu'une femme qui entre en politique le fait de son propre chef. D'un côté, ils prétendent être heureux de voir des femmes se présenter à la présidence de la République. De l'autre côté, ils ne sont pas forcément prêts à voter pour elles. Un jour, je serai présidente, samedi à 22h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct. C'est votre émission. On va plus loin pour évoquer une candidate en terrain conquis. En tous les cas, au Salon de l'Agriculture, Marine Le Pen parle aux oubliés de la mondialisation. Un discours qui résonne aux oreilles du monde agricole. Et puis, autre sujet, que se passe-t-il à gauche? C'est la panne après la dynamique Hamon et l'aile droite du PS qui menace ce soir sur ces sujets. Nos invités, François Dorcival, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Valeurs Actuelles. Et nous accompagne François Miquet-Marty, bonsoir. Président du cabinet d'études et de conseil Via Voice. Alors messieurs, c'est la première candidate de la présidentielle à s'y rendre. Marine Le Pen en visite aujourd'hui dans un contexte, François Dorcival, porteur, très favorable. Racontez-nous, chez cet électorat, l'évolution de la droite, plutôt conservatrice, vers Marine Le Pen. Il y a eu un déclic? Oui, non, il n'y a pas eu de déclic. Ce qui est porteur, malheureusement, c'est le malheur de la paysannerie. C'est le malheur de ce métier qui est sinistré dans toutes les filières, Et par conséquent, vous avez là un public qui représente 500 000 producteurs, ça veut dire un monde rural de 3 millions d'électeurs à peu près. Et pourquoi cet électorat, ce public-là, a-t-il basculé vers Marine Le Pen? Par désespérance, tout simplement. Et en se disant... C'est le débat que vous avez souligné dans différents plateaux, ici même, ce débat entre protection et mondialisation. Et ce monde paysan français, il a un besoin terrible de protection. Il a vécu grâce à cela. Et la mondialisation est venue faire sauter les barrières. La PAC a été démontée, la politique agricole commune a été démontée. Et aujourd'hui... Ce n'est pas parce qu'on leur dit « Attendez, vous allez faire du bio » qu'ils se disent « Bon, bio, d'accord ». D'autres leur disent « Vous allez faire de l'agriculture de proximité ». Ça, c'est Mélenchon, voilà. Bon, tout ça n'est pas l'essentiel. C'est-à-dire, comment reconstituez-vous mes prix de vente alors qu'aujourd'hui, je perds de l'argent sur chaque produit que je vends. On va écouter justement ce matin le message qu'a délivré et qu'a martelé d'ailleurs Marine Le Pen lors de sa visite porte de Versailles. C'était ce matin dans la cohue, vous allez le voir, des allées du salon. Elle répondait aux questions de notre journaliste Michael Zamès. Je leur dis de tenir bon, parce qu'on a besoin d'eux, mais qu'il faut radicalement changer la politique qui a été menée en matière d'agriculture. Il faut faire du patriotisme économique, il faut arrêter de sous-traiter à l'Union européenne l'avenir de notre agriculture, parce qu'on a vu ce que l'Union européenne a fait et les résultats sont dramatiques. Voilà, il y a des moyens très concrets et très rapides à mettre en œuvre pour que les agriculteurs puissent à nouveau vivre de leur exploitation, ce qui n'est plus le cas depuis des années. Est-ce que c'est un référendum pour ou contre l'Union européenne, cette élection présidentielle? C'est surtout un référendum pour ou contre la liberté et la souveraineté. Parce que sans liberté et sans souveraineté, alors nous ne pouvons plus agir sur notre avenir. François Miquet-Marty, c'est un discours qui est très structuré, qui est très pensé, une dénonciation vraiment de la mondialisation dont ces agriculteurs se sentent oubliés, ils sont les perdants, ça, difficile de le nier. Oui, et les termes qu'utilise ici Marine Le Pen probablement sonnent très juste aux oreilles d'une partie des agriculteurs. Prendre en compte les agriculteurs, répondre à un sentiment d'oubli, promouvoir l'idée d'une liberté, d'un patriotisme économique, c'est ce qu'une partie des agriculteurs demande depuis plusieurs années. La présence, l'influence du Front National est très spécifique dans le monde agricole de manière générale. Elle y est venue tardivement. Dans les années 90, l'influence du Front National était extrêmement faible. Elle a commencé à partir du début des années 2000. En 2002, Jean-Marie Le Pen a obtenu 20% des suffrages des agriculteurs à la présidentielle. Aujourd'hui, dans les intentions de vote, pour cette présidentielle, on est à 35%. C'est dire l'évolution et l'amplification, bien entendu, du malaise. C'est dire aussi que le monde agricole n'était pas en soi prédestiné à voter pour le Front National. Alors, ce que disait François Dorcival est très juste. Je pense cet impact de la mondialisation, effectivement, le fait que la PAC soit moins présente que par le passé. On a abandonné les quotas laitiers, ce qui a
conduit à de véritables baisses de revenus pour une partie du monde agricole. Et puis il y a des questions identitaires qui comptent aussi. On a travaillé, nous, il y a quelques années, sur la manière dont les agriculteurs se perçoivent eux-mêmes dans cette société. Certains sont en très grande difficulté, mais beaucoup, plus de 80% d'entre eux, sont très fiers de leur activité, fiers de ce qu'ils font et animés par un sentiment d'utilité pour l'ensemble de la société. Et le drame, je pense, pour une partie d'entre eux, est que la société française, aujourd'hui, ne leur renvoie pas cette idée de leur utilité. Au contraire, je dirais même, pour aller à l'essentiel, parce que ce sujet est passionnant, et on en parle assez peu et trop peu. Est passionnant. Donc je pourrais en parler toute la nuit, il va falloir que je condense. Mais on peut même dire que pour une partie aujourd'hui de l'opinion publique française, le monde agricole n'existe plus, on n'y pense plus. Alors que beaucoup d'entre nous, des Français, ont quand même leurs racines, un grand-père ou encore de la famille qui ont une exploitation agricole. Je veux dire, c'est très présent. Bien sûr, tout le drame est là. Alors autrefois, pour ceux qui s'en souviennent, à la fin des années 60, Henri Mindras disait c'est la fin des paysans. Mais aujourd'hui, on est d'une certaine manière au-delà de cette fin des paysans qui, y compris d'ailleurs sur la ruralité et la campagne, qui va marcher à la campagne, qui va se promener à la campagne, qui va peindre la campagne. Van Gogh peignait les blés, Manet peignait aussi les champs, Monet aussi. Les peintres allaient s'installer dans la campagne pour peindre des champs de blé. Qui va aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous, Sonia, vous allez peindre des champs de blé, mais ça ne se fait plus. Vaut mieux pas, vu mon coup de peinture, vaut mieux pas. Nous n'avons plus non seulement la préoccupation économique du monde agricole, mais y compris même l'imaginaire tout simplement de l'existence de cette campagne. Non, c'est très joli et romantique et vrai. Ce sont de vraies images. Cette France-là, au fond, elle a disparu dans les années 50 et 60. Mais ce qui est le plus accusé aujourd'hui, les traits qui s'accusent, c'est la France non seulement paysanne, mais rurale. La France rurale est celle donc des petites villes. La France est de petites villes, et là-dessus, Christophe Guilly a dit beaucoup de choses, le géographe qui a étudié ce sujet de manière très, très stimulante et intense. Or, ces villes, elles se désertifient. Et c'est là où vous avez raison de dire que la France ne voit plus son monde rural comme elle le voyait. Il n'empêche que, effectivement, le salon de l'agriculture, pour le monde de Paris et de l'Île-de-France, c'est l'endroit où on peut voir de vrais animaux, pas seulement sous cellophane et en petits morceaux, mais de vrais animaux et de vrais paysages en dehors des classes vertes qui sont une très bonne initiative néanmoins. Mais là, derrière, se cache un problème politique majeur, naturellement. Majeur, parce que tous défilent au salon de l'agriculture parce qu'ils savent bien que ça fait partie du patrimoine français, mais défiler au salon de l'agriculture pour leur dire quoi? Et c'est là-dessus que porte le débat de cette semaine. Mais c'est un débat de fond, parce que si on l'oublie dans 8 jours, on aura les conséquences. Malheureusement, c'est souvent le cas une fois que le salon de l'agriculture ferme ses portes. Et vous avez rappelé le clivage important entre mondialistes et protectionnistes. Peut-être qu'on le verra presque à l'œuvre dans ce salon avec la visite à venir aussi d'Emmanuel Macron qui a parlé d'agriculture. Mais je voudrais qu'on parle de la gauche parce qu'il se passe beaucoup de choses, François Miquet-Marty, notamment ce soir, Manuel Valls, le retour un petit peu, qui a réuni ses troupes en ligne de mire. Benoît Hamon, accusé entre guillemets d'une campagne qui fait selon eux la part trop belle à l'aile gauche de la gauche. Détail sur une journée de crispation avec Julie Hulin, on en parle juste après. À 6 semaines du premier tour de la présidentielle, la famille socialiste semble plus que jamais divisée. Un sentiment amplifié par l'accord scellé ce week-end entre Benoît Hamon et Yannick Jadot. Fâchés, les proches de Manuel Valls, l'aile droite du Parti socialiste, dénoncent l'impasse stratégique dans laquelle se trouverait Benoît Hamon. Dans l'état actuel des choses, moi et des dizaines d'autres parlementaires, nous ne pouvons pas donner notre parrainage à Benoît Hamon. C'est pour ça que je fais un appel un peu solennel à son attitude. Je pense qu'il faut qu'il rectifie l'orientation de sa campagne. Il ne peut pas s'adresser simplement à 20% des Français qui, pour telle ou telle raison, sont sensibles à des thèmes d'une gauche radicalisée. Ce mardi, le pôle des réformateurs du Parti socialiste s'est rassemblé à l'Assemblée nationale pour exprimer son mécontentement. Certains réclamant même la tenue d'un conseil national pour recentrer la campagne du candidat socialiste. Chez Benoît Hamon, on dénonce des voix discordantes minoritaires qui chercheraient à saboter la campagne.
Il y a une stratégie qui vise à déstabiliser la campagne de Benoît Hamon, qu'un jour c'est Carèche, et puis quelques jours plus tard, c'est Le Guen, et puis peut-être dans 3 jours, il y en aura un autre. Moi, si je voulais rejoindre Emmanuel Macron, je vous rassure, c'est pas du tout mon intention, et que je voulais saborder la campagne de Benoît Hamon, je m'y prendrais pas autrement. Cet après-midi, Benoît Hamon, qui organisait son premier comité parlementaire, a tenu à réaffirmer une offre qu'il estime centrale à gauche, tout en revendiquant sa liberté. Pas sûr que cela apaise la fronde de réformateurs de plus en plus tentés par un ralliement à Emmanuel Macron. Voilà, et j'ajoute à l'instant ce message de Manuel Valls, donc à ces quelques 300 personnes qui étaient réunies, dont une moitié de parlementaires. Manuel Valls qui invite ses troupes à rester ensemble, mais qui dit son inquiétude à propos de l'accord Hamon-Jadot. François Miquet-Marty, on voit bien que Manuel Valls reste loyal par rapport aux règles de la primaire. Donc, il ne fait pas comme François de Rugy. Et voilà, exactement, mais l'inquiétude est là, et même plus que l'inquiétude. Oui, parce que, à minima, ça augure de recomposition à gauche, mais enfin, dans l'immédiat, ça peut augurer pour la gauche des défections électorales importantes. C'est-à-dire que ce scénario de transfert potentiel, tout au moins de critiques, on en est pour l'instant dans les mises en garde, les critiques, etc., peut fragiliser, c'est vrai, la campagne de Benoît Hamon, parce qu'au fond, ça souligne aussi en creux le caractère monolithique de son positionnement, sa difficulté à rassembler un peu plus largement. Et puis, y compris pour Emmanuel Macron, il n'est pas évident que ça soit très bénéfique. C'est-à-dire si, dans les jours qui viennent, Emmanuel Macron voit affluer vers lui toute une partie des anciens éléphants du Parti socialiste, il va devenir une sorte de nouveau Parti socialiste. Oui. Et donc pour lui, c'est un peu ennuyeux. Héritier de François Hollande, donc c'était un peu ennuyeux. Et au fond, ça peut aussi conduire une partie des électeurs socialistes, on pourrait dire du canal historique. Vous savez, dans cette galaxie des gauches, il y a 6 familles de la gauche. C'est ce canal historique qui pouvait faire 60-70% du Parti socialiste, aujourd'hui n'est pas représenté dans cette campagne présidentielle. C'est frappant. C'est frappant, François Dorcival. La primaire n'a rien réglé du tout de tous ces courants, au contraire. Ah bon? Non, elle n'a rien réglé. Nous avons 3 gauches. Nous avons 3 gauches quand même. C'est vrai, une gauche social-démocrate marquée qui veut s'installer un tout petit peu au centre, c'est celle d'Emmanuel Macron. Nous avons la gauche, elle, beaucoup plus radicale de Benoît Hamon. Et enfin, le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon s'est bien porté tant que la primaire du Parti socialiste n'avait pas élu Benoît Hamon. Parce qu'ils ont eu des discussions sur leur programme. Il est vrai qu'on peut soulever des tas de différences, etc. Mais sur le fond, entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, pour le grand public, ils ne voient pas bien ce qui s'est passé. En revanche, la question qui leur est posée, ça n'est au-delà de la présidentielle, ça porte sur les législatives. Bien sûr. Et évidemment, ce que l'on reproche à Benoît Hamon, c'est quoi? C'est d'avoir accordé 51 investitures, circonscriptions au Vert, alors que là-dedans, il y avait quand même beaucoup de jeunes pousses du Parti socialiste, sans doute plus proches de Valls que les autres, mais il y a des bagarres qui portent sur la suite, et ça porte pour l'essentiel sur ce problème des législatives, c'est-à-dire de la survie du parti, parce que c'est là que ça va se jouer. Et donc cette aile droite du Parti socialiste s'est sentie trahie par un Benoît Hamon qui est le candidat investi évidemment du PS pour la présidentielle, qui s'est d'abord tourné, qui a passé trop de temps sur ces accords-là avec Yannick Jadot par rapport à eux qui sont de la même famille que lui. C'est très difficile à résoudre rationnellement, si on peut dire, parce qu'au fond on a des légitimités concurrentes. Benoît Hamon peut se prévaloir des 2 millions de votants qui se sont déplacés pour cette primaire, au second tour de la primaire. Jean-Luc Mélenchon peut se prévaloir, et il le fait, des électeurs qui ont voté pour lui lors de la dernière présidentielle, 4 millions de personnes. Et donc, les accords sur des enjeux programmatiques sont très difficiles à trouver qui devrait l'emporter. Alors, on a oublié un peu aujourd'hui, mais rappelons-nous quand même qu'en 2007, lors de la primaire de la gauche, à l'époque, qui avait désigné Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon étaient tous les deux ensemble pour soutenir à l'époque, devinez qui? Laurent Fabius. On a complètement oublié tout ça, parce que Laurent Fabius était à la gauche de la gauche à l'époque. Non, mais parce qu'il avait voté non. Oh, exactement, au traité constitutionnel. Et puis, en 2008, au Congrès de Reims,
les deux compères, Hamon et Mélenchon, une fois encore, étaient ensemble. Donc aujourd'hui, les différences, François Dorcival a raison, les différences de fond sont quand même extrêmement ténues. Et dès lors que les deux sont sur des niveaux d'intention de vote relativement comparables, il est difficile pour l'un de s'effacer au nom d'autre. Je crois au fond, autrement dit, que ce qui pourrait permettre de sortir de cette situation, ce serait un rapport de force, ne serait-ce qu'en termes d'intention de vote, qui permettrait clairement de dire celui-ci est disqualifié par rapport à l'autre. Mais aujourd'hui, pas de chance d'une certaine manière, ce n'est pas le cas. Tous les deux sont entre 11 et 14%. Sur cette base-là, au nom de quoi l'un dirait tu es illégitime et c'est moi qui suis légitime. C'est là où... Quand on connaît les deux hommes, et vous les connaissez, quand on connaît leur tempérament, et en particulier celui de Jean-Luc Mélenchon, il croit en son destin, il ne s'effacera pas, là c'est sûr. C'était des discussions mornées d'ailleurs. Oui, c'était des discussions mornées, mais on comprend la ligne de Mélenchon qui dit, écoutez, vous vous êtes fait élire parce que vous ne vouliez pas de la loi El Khomri, et en même temps vous vous retrouvez maintenant à faire élire Myriam El Khomri dans sa circonscription. Donc il y a des contradictions qui ne sont pas possibles de lever. Bon. Mais vous connaissez la formule du jour, elle est attribuée à un ministre anonyme dans Le Monde, mais la formule du jour c'est entre Hamon et Macron, d'une part, nous avons un très gentil garçon qui a un programme dingue, ça désigne Hamon, et de l'autre côté, nous avons un programme très bien avec un illuminé, ça c'est Emmanuel Macron. Quel choix, bref, vu par un ministre anonyme, mais apparemment qui le dit avec sincérité. Eh bien, ça promet. Messieurs, comme d'habitude, le mardi, on va passer en revue la revue de presse, justement, les titres des quotidiens. Vous allez nous en commenter quelques-unes. On va commencer tout d'abord par le Figaro. Comment François Fillon veut relancer sa campagne ? François Dorcival, on avait dit que depuis la décision du parquet financier d'ouvrir cette information judiciaire, de nommer 3 juges, la situation se complique davantage pour François Fillon ou pas ? En tous les cas, il continue sa campagne malgré tout. Il ne peut faire que cela. Ça. Il n'empêche que cette campagne présidentielle est en train de devenir judiciaire. Judiciaire parce qu'on ne peut pas considérer que les choses ne sont pas entre les mains de ces 3 juges. Si ces 3 juges décident je ne sais quoi, et notamment de mettre en examen François Fillon, évidemment, ça changera encore la situation politique. Fillon, lui, il a intérêt à accélérer, à accentuer sa campagne pour faire comme si cette pression n'existait pas. Autre une, c'est l'Obs. Regardez, l'argent caché des députés, assistants fictifs, notes de frais bidons, conflits d'intérêts, enquête à découvrir dans l'hebdomadaire. Mais plus largement, François Mickey-Marty, est-ce que pour la droite aujourd'hui, c'est l'équation qui se joue ? Est-ce que le désir d'alternance va être tellement fort, plus fort que la déception ou même la colère qu'ils peuvent ressentir vis-à-vis de leurs candidats, les Républicains ? Alors, paradoxalement, le désir d'alternance, y compris indépendamment de l'affaire Fillon, il est assez modéré. Aujourd'hui, et déjà au mois de janvier, donc avant le déclenchement de l'affaire Fillon, on avait un quart des Français seulement qui estimaient que si la droite UDI-LR revenait au pouvoir, elle ferait mieux que le quinquennat de François Hollande. Donc le désir d'alternance est modéré. Et puis, ce que vous évoquez là est très intéressant sur la question de l'argent, parce que ça prend une place globale dans cette campagne. Bien sûr, en raison des affaires dont on parle, mais ces affaires dont on parle ne concernent pas que François Fillon. C'est-à-dire qu'au fond, le doute aujourd'hui est levé sur l'ensemble des candidats. Il y a eu on pose la question des donateurs aussi. Fillon, et aujourd'hui, cette une dont vous parlez laisse entendre que dans l'ensemble de l'Assemblée, il peut y avoir des dévoiements concernant l'argent public. Donc ça soulève un enjeu qui est d'abord extrêmement passionnant pour chaque citoyen et qui politiquement peut être assez ravageur pour les forces qui sont en présence à l'Assemblée nationale. Et bien évidemment, c'est quelque chose sur laquelle Marine Le Pen fait son beurre. Le meeting qu'elle a réalisé à Nantes. Elle aussi a le spectre des affaires et l'épée de Damoclès sur sa tête. Oui, mais pour elle, dès lors qu'elle est dans la transgression, jusqu'ici, les affaires qui la concernent sont beaucoup moins pénalisantes pour elle. Et elle l'instrumentalise assez bien. Lors du meeting qu'elle a réalisé à Nantes, elle dénonce les puissances de l'argent qui soutiennent François Fillon, elle parle d'AXA, qui soutiennent Emmanuel Macron, elle parle de Rothschild. Donc
au fond, elle instrumentalise dans une vision d'ailleurs qui est très classique pour un discours d'extrême droite, cette question de l'argent. Donc il y a un double effet. Il y a l'effet de cet argent que l'on imagine un peu partout et qui a tendance à décrédibiliser des parlementaires, et puis par ailleurs la manière dont Marine Le Pen peut Et pendant ce temps, on ne traite pas des sujets. Et c'est une campagne qui est entièrement étouffée par ces histoires. Dernière une, c'est celle de Libération. On la découvre, les procès terroristes et mineurs. Ils sont 53 jeunes de moins de 18 ans qui sont mis en examen en France pour des faits liés au terrorisme. Voilà pour cette revue de presse. Merci messieurs pour ce débat et cette analyse. On arrive à la fin de cette émission. Comme tous les mardis à suivre, c'est l'émission L'épreuve de vérité présentée par Michel Grossier. Je vous retrouve demain avec plaisir, 22h. Belle fin de soirée. Vos rendez-vous avec Public Sénat. Demain, en direct du Salon de l'Agriculture, Public Sénat débattra de la compétitivité du monde agricole. Salon ouvert en partenariat avec Groupama, demain à 11h30 en direct sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur du débat.